lieutenant-colonel John Glenn a inscrit aujourd'hui son nom dans la courte liste des conquérants de l'infini. Et c'est la première fois que le monde entier a été convié à assister à ce départ extraordinaire d'un homme pour le cosmos. Dans le blocos de commandement, le compte à rebours, après s'être interrompu 5 fois, arrive à sa fin. 3, 2, 1, 0. Glenn est parti. Dans toute l'Amérique, des foules suivent ce même départ sur les écrans de télévision. La fusée suit sa course. On sait que le projet comportait 3 tours de la Terre. On sait aussi que pendant les 2 derniers tours, par suite de difficultés survenues dans le système de contrôle automatique, Glenn dut assurer à la main les opérations de stabilisation de sa capsule. 4h56 après son départ, la capsule retombait au point prévu dans la mer des Caraïbes et 18 minutes après son contact avec l'océan, était récupérée à bord du destroyer Noah. Glenn sortait, ayant accompli autour du globe une randonnée de 130 000 km. Il n'avait jamais cessé de rester en communication avec la Terre. Transporté par hélicoptère à bord du porte-avions Randolph, Glenn y était l'objet d'une première réception dont la chaleur laisse augurer l'accueil que lui réserve une Amérique qui oublie aujourd'hui les déceptions de ses précédents échecs. Glenn, dans le cosmos, efface bien des rancœurs et peut-être en fait apporte-t-il un immense apaisement. Il a fallu 50 ans au rugby français pour en arriver là. Quelques minutes de jeu seulement suffisent aux Français, maillot foncé, pour commencer l'admirable leçon qu'ils s'apprêtent à donner aux Anglais. Et pourtant, la chance n'est pas du côté de la France. Cet essai, il le manque de quelques centimètres. Sans doute est-ce là reculer pour mieux sauter. La leçon continue. Rien ne saurait arrêter la remarquable partie des avants de l'équipe de France qui joue comme des 3/4. Jamais on n'a vu cela sur un terrain de rugby. Résultat, après un quart d'heure de jeu, premier essai pour la France que transforme Albaladejo 5-0. On ose à peine y croire dans les tribunes. Et puis, en deuxième mi-temps, ça repart. Et là, on va assister au plus bel essai qu'ait jamais marqué une équipe de rugby, un essai auquel on rêve parfois, mais sans y croire. Ce rêve devient pourtant une réalité. À toi, à moi, encore à toi, à moi. Et voilà comment on marque 3 points. Cet essai, c'est en quelque sorte un sommet du rugby, un sommet que nous allons vous faire revivre, l'un après l'autre. Chaque joueur a touché la balle. Regardez. Que dans les tribunes, les spectateurs frissonnent. Mais ce n'est pas terminé. Cette spectatrice qui a du flair appuie avec beaucoup de générosité l'ultime attaque française et c'est le 3e essai transformé, 13-0 pour l'équipe de France qui est quasi certaine de remporter le tournoi des 5 nations. Dans Paris comme en Algérie, la série des plastiquages continue. Aux Champs-Élysées même, hier encore, simple exemple entre des dizaines d'autres, le Figaro était la victime d'un de ces attentats. Si ces manifestations marquent une volonté de gêner la signature des accords, elles n'influent en rien sur la détermination du général de Gaulle qui a appelé à l'Élysée les principaux chefs des circonscriptions militaires pour leur préciser leur mission à la veille d'un cessez-le-feu. Par ailleurs, et dans le même climat, les routes qui mènent au château d'Aunois, où Ben Bella et ses compagnons attendent l'heure de la libération, ont vu passer de nouvelles forces de police. Le système de sécurité vient d'être encore renforcé
et des automitrailleuses anti-aériennes ont même pris place dans les environs du château. Quant aux grandes villes d'Algérie, Alger ou Oran, chaque journée y compte de nouvelles victimes. Coup sur coup, une série d'attentats a ensanglanté le cœur même d'Alger de la place du gouvernement à Bab el-Oued. La police et l'armée ont dû, pour empêcher une extension possible du drame, boucler le quartier. Sursaut dramatique qui annonce peut-être une fin. Il est possible, a dit le général de Gaulle, que dans les jours qui viennent, une douloureuse épreuve s'achève. Le retour de Glenn à Cap Canaveral, d'où 3 jours plus tôt il était parti pour le Cosmos, l'Amérique a voulu qu'il soit triomphal. Et de l'aérodrome de Saint-Patrick à la base des fusées, ce fut pour Glenn, sa femme et ses enfants une suite ininterrompue d'acclamations. Ainsi, un peuple le remerciait d'avoir réussi en son nom un exploit dont on n'oubliera pas de sitôt les péripéties. Il était 9h50 aux USA. À 160 km de la Terre, la capsule Mercury se séparait comme prévu du dernier étage de la fusée. Glenn, qu'une caméra automatique a filmé, commençait son premier tour de terre. De petites fusées latérales entraient en action. Elles provoquaient un retournement qui plaçait la capsule en position de croisière. Une opération délicate encore, la stabilisation dans l'angle de vol, obtenue par le moyen de fusées latérales. Glenn prenait son premier repas au-dessus de l'Afrique. Purée de bœuf et de légumes bouillis, extrait d'un tube de matière plastique. 3 fois le cosmonaute faisait ainsi le tour de la Terre. Il fallait maintenant entrer dans l'atmosphère terrestre. Et de nouveau une manœuvre difficile, l'allumage des rétrofusées qui, en ralentissant la course de l'engin, allait permettre d'amorcer sa chute. À 14h40, le parachute était déployé, les amortisseurs libérés. Et 4h56 après son départ, Glenn touchait l'océan. L'extraordinaire aventure était terminée. Elle valait à John Glenn d'être accueilli maintenant à Cap Canaveral par le président Kennedy. Et devant les techniciens qui avaient préparé le voyage, celui-ci lui remettait la médaille des services exceptionnels. Glenn a réussi. Et la réussite de Glenn a effacé les échecs antérieurs. L'homme que l'Amérique fête aujourd'hui avec tant d'enthousiasme, c'est avant tout celui qui lui a redonné la confiance et l'espoir. L'heure des collections d'été a sonné pour tout le monde. Pour les messieurs, dans les salons du crayon où le groupe des 5, toujours à l'avant-garde de la mode masculine, a lancé son offensive de printemps. Le triomphe du gilet ne coupe pas l'appétit, et l'audace des détails semble même donner faim en dépit de l'affinement de la silhouette. Beaucoup d'indépendance et beaucoup d'imagination. Ah, ces pauvres hommes ont bien perdu leur effacement vestimentaire d'autrefois. Réapparition de la ganse, veste fermant haut, pantalon étroit sans revers, taille plus marquée, telles sont les caractéristiques de la saison. Et le signe général d'une couleur, le blond fauve, avec ses échos en doublure. Ainsi, dit l'axiome, les lions de la mode plaisent aux femmes. Car, dit aussi l'axiome, les femmes aiment les animaux. Coup d'état chez Dior, ou presque. Alors qu'on attendait le succès de toutes les ampleurs, d'une taille fine à sa place, ou même remontée, voici que Marc Bohan, dans une collection qui n'a, dit-on, jamais eu tant de fidèles, a ramené la jupe aux genoux et la taille aux hanches. La guerre de la taille est donc déclarée. Longueur de la jupe, droite la plupart du temps, légèrement diminuée, ceinture sur les hanches qui allonge le buste, la ligne Dior, en contradiction avec toutes les prévisions, crée une féminité nouvelle. Et les 3 grâces de cette année sont authentiquement des grâces nouvelle mode. Tailleur à veste désinvolte, courte, à col dégagé, s'accompagne de jupes à facettes ou de quelques plissés. La blouse fait sa rentrée. Pour les robes, robes d'après-midi, robes de cocktail, silhouette droite, même dans l'ampleur. Mais des berthes, des ruchers, des volants sonnent l'heure des chichis que des saisons plus dépouillées nous avaient fait oublier.
De longs fourreaux créent l'ambiance du soir. C'est un soir de Paris, une silhouette de Paris, une saison de Paris, avec ses arpèges et ses points d'orgue. Pianissimo, fortissimo, diorissimo.